Yes. Olivier Similière. Alors, cordonnier d'ailleurs, par ailleurs. Oh, il Euh, n'existe plus ce nom. oui, mais j'ai toujours aimé ce nom. Alors, en tout cas, ça fait 12 ans que nous avons fait notre premier podcast ensemble, en 2012, imagine-toi. Et on a parlé de la communication dans cette ère-là. Beaucoup a changé. Dans tes mots, Olivier, qui es-tu? Bonne question, je suis un ancien journaliste qui a été formé pour ce beau métier, même s'il est très difficile à accomplir aujourd'hui. Et puis assez rapidement, je suis tombé un peu par hasard dans la communication corporate en tant que journaliste d'entreprise et ça m'a amené à connaître plein de secteurs d'activité. D'abord la pharmacie, ensuite l'agroalimentaire avec une grosse partie de ma carrière chez Nestlé Waters, où j'ai fait plein de choses comme interne, comme externe, événementiel, digital aussi, puisque j'ai été aux prémices de l'Internet que nous avons bien connu, toi et moi. On Et l'a puis vécu. ensuite, je suis parti dans la tech chez Ericsson, Google. Et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, je suis consultant indépendant et blogueur par ailleurs. Depuis quand tu écris le blog du communicant? Parce que, en fait, je le lis depuis longtemps, évidemment. Eh ben, je n'en reviens pas moi-même, mais ça fait depuis mai 2010 qu'il existe, donc ça fait 14 ans. Mhm. Et jamais j'aurais cru que je maintiendrais ce média pendant 14 ans, même si je suis un peu moins régulier ces derniers temps. Mais il existe encore et il a encore sa petite audience. Ça varie entre 4 et 6 000 visites par mois selon le rythme auquel j'écris. Quelque chose que j'ai remarqué, car mon blog aussi en anglais et en français, c'est que depuis, je sais pas, plus de 5 ans, le niveau d'interaction en termes de commentaires, ça a beaucoup diminué. Je sais pas comment c'est pour toi. Ah, totalement, totalement. Ça a beaucoup diminué. Il y en a presque plus. Et lorsqu'il y en a, c'est surtout des commentaires agressifs. Alors moi, j'ai droit aux complotistes qui m'aiment bien, qui aiment bien contredire ce que je peux mettre, mais de manière complètement farfelue. Ouais, mais globalement, il y a non seulement plus de commentaires, mais également assez peu de partage des articles. Ouais. Avant, on partageait, on relayait aussi nos lectures des autres personnes dont on appréciait le contenu. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. J'ai l'impression que chacun est dans sa ligne d'eau comme en natation et ne se soucie plus de ce qui se passe autour. Ben, il y a ça aussi, il y a quand même l'infobésité dont tu parles. Il y a juste trop de choses à lire. Et puis, rajouter encore un autre lien sur Twitter, déjà, personne ne s'occupe de ça. Enfin, on est dans une situation difficile, ce qui nous amène évidemment à ton livre. Mais juste avant ça, Olivier, je voulais parler des journalistes. Car en fait, évidemment, toi étant un ex-journaliste, il y en a beaucoup de journalistes qui ont pu exercer leur métier, car le journal, tout ça a beaucoup changé, notamment à cause de digital. Et on a eu le droit, et quelque chose de bien, d'avoir des journalistes dans le business. Mais je me disais, après du recul pour toi, qu'est-ce que le communicant dans le business pourrait apporter aux journalistes dans l'autre sens? Est-ce qu'il y a un retour positif ou négatif d'ailleurs pour les journalistes qui aujourd'hui sont en train d'essayer dans un monde d'infobésité, il faut être authentique, il faut être communicant, enfin tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris, compris de ton expérience dans le business? Oui, alors c'est une excellente question parce que figure-toi que je me posais récemment la question de peut-être faire partiellement un retour dans le journalisme, puisque je n'ai absolument pas perdu les codes et la pratique. Même si ce retour, ce comeback est beaucoup plus rare dans ce sens que l'inverse, les journalistes qui vont dans la communication, et vraiment, ce que l'entreprise m'a appris et qui m'aiderait pour justement le travail de journalisme, c'est d'essayer de comprendre au maximum les détails, les tenants et aboutissants, et de ne pas forcément surfer sur
des approximations ou des incohérences. Lorsque je devais écrire pour l'interne, alors certes, effectivement, ça reste de la communication interne, mais on s'efforçait d'avoir des articles, des contenus à la fois pédagogiques, valorisants et précis. Et ce côté précis, ça, c'était quelque chose qui revenait sans être super complexe à comprendre, mais précis. C'est-à-dire que quand on publiait quelque chose, un chiffre ou une notion, c'était vérifiable. Et ça, je m'y attachais. Alors, j'y mettais justement mon côté aussi journaliste en disant on est là pour essayer de donner des choses les plus tangibles et correctes possibles. Mais l'entreprise, justement, là-dessus, m'a appris cette exigence encore plus. Et je pense que si, voilà, ça m'est arrivé de refaire des articles pour des médias. J'ai gardé cette espèce d'exigence quand j'écris quelque chose. Je veux vraiment, je me documente pour être sûr que je raconte pas n'importe quoi. Alors, je peux faire des erreurs comme tout à chacun, évidemment. Personne n'est à l'abri. On peut faire des omissions, etc. Mais en tout cas, j'ai cette rigueur que parfois on ne trouve plus dans les médias. Alors, je leur jette pas la pierre pour autant parce qu'il n'y a pas forcément d'intentionnalité de faire des erreurs. Il faut bien prendre conscience des moyens dans lesquels, enfin, des contextes et des moyens dont disposent les journalistes aujourd'hui. C'est une pressurisation du temps sans arrêt. Il faut toujours courir après quelque chose pour rattraper le concurrent qui a dit ceci ou cela. Donc fatalement, bah, ça, c'est source d'erreurs, c'est source de manquements, c'est source de voilà de parfois de dire n'importe quoi ou alors du vide total. Et comme les journalistes sont de moins en moins dans les rédactions, moins en moins nombreux, bah, ils doivent couvrir de plus en plus de sujets. Et fatalement, ça a une incidence sur la qualité de l'information. Voilà. De un, j'ai envie de dire que aussi, écrire un livre, comme tu as fait, enfin, je pense que tu es à ton troisième livre, c'est aussi une demande spéciale d'aller creuser chaque référence, vérifier, surtout avec un éditeur qui a l'œil bienveillant autour de ça. Et, et en deux, quand tu es dans le journalisme, parfois, comment tu peux savoir ce que tu ne sais pas? Ben, dans le sens où je dois faire un article sur telle et telle entreprise, ils ont merdé, je dois écrire ceci, cela. Mais comme tu ne peux pas savoir tout, car tu n'as jamais travaillé dans l'entreprise, j'ai l'impression que d'avoir travaillé de l'autre côté, ça t'a permis de savoir que forcément, il y a quelque chose d'autre. Enfin, c'est pas tout aussi évident que ce qu'on imagine de l'extérieur. Ah, ça, clairement, et c'est pour cette raison d'ailleurs que quand j'écris notamment sur la communication de crise, parce que j'en ai fait beaucoup, à la fois en tant que praticien et maintenant en tant qu'observateur, je mets toujours un bémol dans mes propos parce que je sais que la réalité est parfois bien plus complexe que celle retranscrite dans les médias, que les choses ne sont pas forcément toujours aussi simples. C'est vrai que les médias ont une trame qui, globalement, on aime bien des choses assez binaires, dans le sens, il y a le gentil, le méchant, le gros contre le petit, l'international contre le local. Enfin, voilà, les médias aiment bien ces oppositions. Enfin, les médias, c'est le public qui est derrière qui aime bien, parce que sinon, si le public aimait pas, les médias ne feraient pas. Et ça, pour avoir été confronté à ces choses-là, effectivement, ça m'empêche pas d'avoir la dent dure parfois parce qu'il y a des domaines ou des secteurs d'activité que je connais beaucoup mieux que d'autres et je sais aussi les défaillances ou les dérives qui peuvent exister. Mais en effet, j'essaie d'avoir toujours une approche la plus mesurée possible et la plus concrète possible parce que je sais que c'est super compliqué. Hmm. Alors, parlons de ton dernier livre qui est sorti en mai cette année, Entreprise. Et si vous arrêtez le coup de com', 12 défis à relever pour une communication plus vraie ou plus vraie. Pourquoi ce livre, Olivier? C'est une excellente question. Au départ, je pensais ne jamais réécrire des livres puisque mes deux autres livres sont respectivement parus il y a 10 ans et 11 ans. Et puis, voilà, j'avais pas trop envie. Et en fait, c'est mon préfacier Thierry Libert, que tout le monde connaît dans la com, à qui je discute beaucoup, qui m'a vraiment incité pour me dire, mais non, attends, tu as 10 ans d'expérience de plus, tu as vécu plein de transformations
comme consultant et même à l'époque comme DIRCOM, tu as des choses à dire. Et effectivement, il y a une chose qui m'a marqué, c'était pendant le Covid, où toutes les entreprises avaient cette obsession de communiquer à tout prix pour exister. Alors, c'est vrai qu'on était marqué à l'époque par ce fichu virus qui nous inquiétait, qui nous affolait, qui perturbait complètement nos vies. On a vécu comme des lapins dans un clapier pendant quand même plusieurs semaines. Je peux comprendre, mais les entreprises, c'était presque frénétique. Chacune essayait de mettre en avant les choses qu'elle avait pu faire pour combattre le virus ou aider des gens. Bon, très bien, mais à un moment donné, ça en devenait des coups de com', justement, comme en sont familiers les politiques, puisque eux, pour exister, c'est en permanence la petite phrase, le truc cash, l'action un peu symbolique qui va faire venir les chaînes d'infos, etc. Et les entreprises sont un peu en train de prendre ce biais. On travaille de moins en moins avec des plans de communication où on se donne des priorités, des cibles importantes à travailler sur le moyen et long terme. Aujourd'hui, on est plus dans l'interaction, mais immédiate et un peu futile, et puis on passe à autre chose, et puis on passe encore à autre chose, et toujours en espérant faire le buzz. Et je trouve ça complètement fou parce qu'on est déjà dans un monde surstimulé par plein de choses, l'information entre autres, mais par plein d'autres choses. Pour moi, j'avais envie de dire, posons-nous un peu, sachons déjà à qui nous avons besoin de parler en priorité et sur des sujets concrets et arrêter de vouloir surfer sur l'actualité, se raccrocher à des causes, toujours vouloir être perçus comme les meilleurs, les gentils, les plus beaux, etc. Parlons concrètement et montrons notre utilité. Déjà, si on arrive à montrer ça en tant qu'entreprise, ça sera parfait parce que les gens, justement, attendent beaucoup des entreprises aujourd'hui, en ont des connaissances plus ou moins grandes. Et les entreprises, elles, répondent par je fais mon propre marketing, en gros. La marque employeur, par exemple, c'est pour moi un des exemples les plus dingues parce que j'ai eu l'occasion de participer à l'élaboration d'une marque employeur, et plutôt que de reprendre comment dire, nos atouts intrinsèques de ce qui forge vraiment l'ADN d'une entreprise, on était en train, dans la réunion, en train de se sublimer, de vouloir projeter l'image telle qu'on rêverait d'être, en fait, mais qui est tellement décalée et voire complètement pas pertinent du tout dans d'autres cas, et surtout qui fait rire ensuite, enfin rire et un peu rire jaune surtout, en interne, parce que les collaborateurs ne sont pas dupes, ils voient bien qu'au quotidien, c'est pas ça. Or, appuyons-nous justement sur les fondamentaux concrets qui font ce qu'on est et ce qu'on s'efforce d'être en mieux, ça on peut le dire, mais au lieu de pondre des trucs voilà, oniriques, et comme si on vendait des pots de yaourt, quoi. Et ça, voilà, en réfléchissant, faisant des recherches documentaires pour mon livre, c'est ce qui m'a amené à tirer ce fil. Mmh. Donc il y a d'un côté le court-termisme et l'avalanche, enfin contribuer à l'avalanche d'informations tout le temps, tout de suite. Et en de deux, il y a un manque de vérité. Il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ouais, c'est vraiment patent dans plein de domaines et notamment sur le domaine RSE, CSA, environnement, etc. Alors, le greenwashing, il n'est pas près de mourir. Alors, il y en a du petit, il y en a du très pervers, il y a tout ce qu'on veut, mais c'est fou comme les entreprises s'emparent d'un sujet et verdissent tout avec des petites actions soi-disant symboliques. Récemment, enfin, j'en parle dans le livre, mais l'exemple des compagnies aériennes qui, pendant un long moment, se sont toutes mises à proposer un bonus environnemental à leurs passagers, de payer 50, 80 euros en plus pour contribuer à la compensation des émissions carbone. Alors, heureusement, des associations ont été vigilantes et ont porté ça en justice, et maintenant, ces compagnies ont dû retirer ce genre de pratiques et les allégations qui allaient avec. Mais c'est vraiment, voilà, c'est révélateur d'un état d'esprit. On picore tout ce qui peut améliorer la vitrine sans se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, nous, en tant qu'acteurs, des choses à notre mesure. Et il y en a plein.
parce que chaque entreprise a ce qu'on appelle ses externalités négatives, c'est-à-dire des impacts sociétaux, environnementaux, etc. Et elle peut travailler là-dessus. Là, sa contribution, justement, elle a les leviers en plus pour travailler dessus, plutôt que de s'inventer ou de se raccrocher à des causes où elle est plus ou moins légitime, qu'elle travaille sur ce qu'elle peut faire à son niveau. Comme un citoyen qui fait du tri de ses déchets, ben, l'entreprise, elle peut faire aussi plein de choses. Elle a des moyens. Et le faire savoir, bien sûr, ensuite, ça, c'est très bien. Mais pas être dans ce côté voilà, sublimé, arrangé. Et pourtant, plus j'avance en expérience, plus j'ai le sentiment un peu détestable parfois qu'on reste sur ce côté voilà, flashy, du vernis, on est les meilleurs. Et ce qui est terrible, c'est que les gens, en plus, ne sont pas dupes. Donc, je ne comprends pas pourquoi on persiste à vouloir faire ce genre de truc, si ce n'est entretenir la défiance au final. Et oui, et puis quand on dit on n'est pas dupe, surtout les employés ne sont pas dupes. Enfin, et eux sont les plus concernés dans un sens parce que c'est eux qui doivent partir au bureau tous les, enfin, ou pas, ou en tout cas partir au travail le matin et se voir dans le miroir et se dire, ben, je mens, ouais, nous mentons. Ouais, et c'est même pour un collaborateur, c'est dur parce que ça veut dire qu'on est dans une entreprise et une organisation qui est bah, duplice, qui est ambivalente. Et c'est pas évident en tant que collaborateur, surtout si en plus l'entreprise est elle-même sujette à des crises de réputation ou de choses comme ça. C'est compliqué de se dire que on travaille ou on a travaillé pour une entreprise qui finalement n'est pas ce qu'elle affirme pourtant en permanence. C'est dur. Après, on s'étonne du désengagement de certains collaborateurs, mais ça peut se comprendre face à ça. J'étais particulièrement frappé par un exemple, tu donnes beaucoup d'exemples dans le livre, du cas de Lego. C'est un copain de classe qui est le PDG maintenant, Niels Christensen. Et l'exemple que tu donnes, c'est, bah, nous, on va, parce que nous, on fabrique du plastique. Le plastique, c'est méchant, c'est mauvais. Donc, on va utiliser du PET recyclé pour nos fameux morceaux de Lego. Et puis, dans ces 2 ans, ensuite, il a fait une déclaration. Raconte-nous quels sont les enseignements, enfin, quelle était la déclaration et comment il a géré, et quel est l'enseignement, selon toi, pour d'autres entreprises qui sont dans le même épinglées dans le même type de problème. Bah, déjà, oui, ils avaient fait cette annonce de dire on va utiliser, on va recycler les petites briques plastiques pour faire des nouveaux produits plutôt que de consommer du pétrole raffiné. Et ils se sont aperçus, en fait, au bout de 2, 3 ans, que le process, même si technologiquement on savait faire, le process était encore plus émetteur de carbone parce que nécessitant plus de transport, plus de récupération, plus, etc. Et bah, il y avait deux options qui s'offraient à eux. Hein, et c'était soit on ne dit rien et on continue à faire cette espèce de voilà d'emballage cadeau, on fait du PET recyclé et point barre, et c'est bien pour la planète. Soit on dit vraiment les choses et on présente une nouvelle approche qu'on va avoir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Eux, ils ont pris cette approche, ils ont carrément déclaré en disant bah, on abandonne cette option qu'on a explorée parce que avec l'expérience qu'on a maintenant, on s'aperçoit que ça n'a pas le bénéfice escompté pour l'environnement et que donc on va aller dans une approche plus circulaire. On va essayer de récupérer en fait des pièces et puis de les reconditionner simplement pour faire d'autres produits. Et en ayant surtout une certaine humilité aussi, de reconnaître que, un, bah, ils ont essayé, ça n'a pas marché, et deux, de dire on tente à nouveau quelque chose, on n'est pas forcément certain non plus que ça sera bien, mais en tout cas, on tente et on espère avoir des résultats. Et ça, bah justement, Lego, qui est quand même très ciblé par les activistes anti-plastique, ben là, sur cette annonce, ils n'ont rien dit. Alors, ils continuent de détester Lego parce que ça reste du plastique, mais bon, après, là, on est dans des positions plus, je dirais, un peu radicalisées, dogmatiques. Mais en attendant, ils n'ont rien dit sur cette annonce parce qu'ils ont vu une entreprise qui parlait vrai dans le sens où, voilà, elle n'a pas cherché à escamoter, elle dit vrai. Il y a une autre marque en France qui est très intéressante à ce niveau-là,
c'est les chaussures, les sneakers Veja ou Vera, je ne sais jamais comment on prononce cette marque, c'est une marque française qui fabrique beaucoup ses chaussures aux États-Unis avec des circuits durables pour le cuir, pour tout un tas de fournisseurs qui travaillent avec eux. Et sur leur site, quand ils décrivent ce qu'ils font, ils décrivent voilà ce qu'ils ont pu améliorer dans les différents process. Mais il y a aussi une page qui explique, bah là, on n'est pas bon encore sur ce sujet-là, on n'a pas trouvé la solution. Moi, je trouve ça vraiment remarquable. C'est très bien de dire les choses, dire là on est bon, là on n'est pas bon, plutôt que de laisser accréditer l'idée que non, non, faites-nous confiance, on est parfait partout. Ça peut se comprendre, je crois que les gens sont assez matures, adultes, pour comprendre que personne n'est totalement parfait, mais que si justement on fait des efforts pour améliorer, autant qu'on puisse améliorer les choses, ben, ça sera beaucoup plus acceptable plutôt que de laisser faire croire à certaines fariboles. Puis le jour où on s'aperçoit que c'est vraiment complètement fake, ah bah là, on s'étonne qu'après, il y a une crise, des critiques et ça part dans tous les sens. Donc voilà, ces attitudes-là, alors elles ne sont pas encore très répandues, hein, parce que la tendance, c'est plutôt de prendre l'option 1, bon, j'escamote et puis ça tiendra ce que ça tiendra. Faire de la com. Voilà, faire de la com, et c'est ce qui fait que d'ailleurs, après, quand on dit, voilà, mais c'est que de la com, c'est un coup de com, bah oui, ça devient tout de suite péjoratif, parce que la com, c'est du papier peint qu'on colle sur un mur qui a déjà des fissures, quoi. Hmm. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu récemment en anglais qui s'appelle Les théories cyniques au lieu de Les théories critiques, qui est barré dans le titre. Et le sujet, c'est quelque part le dogmatisme qui est derrière beaucoup de théories qui sont basées pas sur des faits, mais sur des volontés. Ma théorie, c'est qu'il faudrait faire des efforts pour l'écologie. Et donc, je veux faire ceci, cela, et je voudrais que vous le fassiez sans savoir, en fait, véritablement les conséquences. Et donc, du coup, on est amené à essayer de répondre à des critiques qui sont basées sur de l'air, enfin, sur de l'air, pas de l'air pur. Oui, alors c'est vrai que en face, dans les défenseurs de l'environnement, il y a malheureusement une frange d'acteurs où ce sont des personnes qui sont vraiment dans le dogme, dans l'activisme pur et dur, et qui, je dirais, quelque part même empruntent les mêmes techniques et les mêmes postures que les entreprises. C'est ce que je dis est vrai, c'est moi qui ai raison et point barre. Donc ça, c'est vrai que ça n'aide pas à simplifier la compréhension des choses. Heureusement, il y a d'autres acteurs qui sont un peu plus ouverts et qui peuvent être justement des aiguillons pour les entreprises en les conseillant, en les aidant pour s'améliorer dans divers process. Je crois beaucoup à la coopération, à la collaboration, à la cross-fertilisation. C'est des choses, moi, la mise en commun de différents savoirs, différentes compétences, j'invente rien, hein, mais je crois beaucoup à ça, c'est comme ça qu'on progresse. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est, et ça c'est peut-être l'époque qui le veut, mais on est souvent dans des stratégies frontales. Et les entreprises, quand elles se mêlent d'environnement, c'est souvent à la marge. Si on peut déranger le moins possible le business, ça serait quand même mieux, en dépit de tout ce qu'on sait aujourd'hui qu'il faudrait faire pour éviter une catastrophe écologique planétaire. Et là, récemment, je lisais un article très intéressant dans un site français qui s'appelle Novétique et qui parle beaucoup justement d'environnement, de RSE, etc. Et le journaliste a fait un article sur les pros de la RSE en entreprise qui avaient un petit peu le blues parce que beaucoup considèrent qu'on leur donne pas beaucoup de moyens déjà pour faire avancer les choses, qu'on les met souvent à la marge et qu'ils se contentent de faire 2-3 actions un peu symboliques, un peu symptomatiques, et pour le reste, on laisse le business continuer as usual. Bon, très bien, mais là encore, on ne résout pas les choses. Et en face, on aura des gens encore plus crispés qui diront, voyez, tout ce que vous racontez, c'est bullshit, c'est mensonge, c'est fake, et qui vont encore plus cogner sur les entreprises. Alors que j'en suis convaincu, les entreprises sont vraiment une des clés, un des leviers fondamentaux
de ce défi qui est la transition écologique. Ça, on n'y coupe pas, on est obligé de remettre en cause certaines choses. Sinon, bah, on sait où on va. Les scénarios scientifiques sont quand même suffisamment crédibles et sans faire de catastrophisme, parce que je pense qu'on a encore des solutions. Mais voilà, c'est une question de volonté, de placer la volonté au bon endroit, quoi. Ben, je demanderai un lien pour cet article, on mettra dans le show notes. Oui, 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 je vais te l'envoyer. Et si tu avais en face de toi un PDG en disant, enfin, en voulant lui expliquer que, monsieur, madame, il va falloir changer votre mode de communication. Quel est l'argument le plus fort ou la raison la plus forte pour expliquer pourquoi il faut changer? C'est quelque chose à laquelle je m'emploie déjà depuis quelques années, qui a beaucoup de mal à porter, parce que j'observe que les dirigeants sont vraiment obsédés par le court terme. Alors par court terme, j'entends le trimestre, surtout dans les boîtes qui doivent reporter les résultats financiers trimestriels. C'est l'obsession du trimestre, du semestre et du annuel. Et ils sont dans ce prisme. Et du coup, tout ce qui vient un peu perturber ce prisme, ils ont du mal à se l'accaparer. Et pourtant, je leur dis, regardez, prenez en référence l'excellent outil d'Edelman, le Trust Barometer, qui montre depuis 24 ans que la défiance ne cesse de se dégrader. Alors, elle a commencé avec les politiques, avec les médias aussi. Et puis, ça a commencé à impacter les entreprises et même les ONG aujourd'hui aussi, enfin les grosses en tout cas, ont droit aussi à cette défiance. Et cette défiance, ça ne surgit pas de nulle part. C'est pas juste comme ça une petite éruption de colère et puis ça passe et nous, on continue. Non, c'est parce que les gens ont le sentiment qu'on ne les écoute pas, qu'on ne tient pas compte et de leurs attentes et qu'on leur raconte en plus souvent des grandes promesses qui sont jamais réalisées ou alors si peu. Et ça alimente cette défiance. Et si vous persistez, vous, à la tête de votre boîte, à vouloir toujours un petit peu endormir ou sublimer les choses, vous allez continuer à creuser cette défiance et ça sera contre-productif de toute manière pour vous parce qu'à la fin, si vous tombez vraiment dans la catégorie acteur non fiable, bah, c'est vos produits, c'est vos services qu'on n'achètera plus. Alors, même si c'est un peu plus complexe, parce que je cite aussi dans le livre le cas d'Amazon, par exemple, les gens sont eux-mêmes un peu schizophréniques et paradoxaux, parce que Amazon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment Amazon en tant qu'entreprise, parce que, bon, on sait tous ce que ça représente en termes de conditions de travail, d'impact écologique et tout ce qu'on veut, et le côté mégalomaniaque de Jeff Bezos. Et en même temps, Amazon, on l'aime bien parce que, ah tiens, je voudrais ce livre ou j'ai besoin de ce truc. Et surtout, si on est dans une grande ville, en 2 heures, on vous le livre. Donc, nous-mêmes, on est schizophrénique. On n'aime pas la boîte, mais en même temps, bon, elle nous rend bien service. Donc, c'est à nous aussi de nous discipliner un peu, mais une boîte comme Amazon pourrait faire nettement mieux que ce qu'elle fait aujourd'hui. Et pourtant, elle continue à faire voilà, des grandes campagnes de marque employeur où c'est quasiment le nirvana que d'être chez Amazon. Bon, il faut arrêter, on sait très bien, il y a suffisamment documenté, on sait très bien comment ça travaille dans les centres logistiques, comment les cadences sont dures et les payes ridicules. Il faut arrêter, ça pourrait être mieux sans forcément dégrader la performance et la qualité de vie des gens. Dans le titre de sous-titre dans ton livre, Olivier, tu parles de une communication plus vraie. Ce qui m'a interpellé. Car en fait, aujourd'hui, enfin, il y a tellement de sujets sur la com et les problèmes du politiquement correct, de ESG, RSE, enfin, toutes ces choses-là. Mais ça m'a interpellé. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des demandes d'authenticité et de transparence. Et, et je trouve qu'il y a un certain dogme sur les demandes, aussi bien des employés par ailleurs, parce qu'ils ne comprennent pas toujours là, ce que c'est la communication, vrai. Mais comment gérer ces demandes de transparence totale? Je veux tout savoir sur vous. Et l'authenticité, il faut que vous êtes exactement vous tout le temps.
On pourrait imaginer ça, ça veut dire vrai, mais comment gérer ces demandes-là? Alors, en effet, ça dépend quel sens on donne au mot vrai. Pour moi, quand je l'utilise, c'est dans le sens sincère et qui ne cherche pas à tromper. Voilà. Après, ça ne veut pas, ça n'implique pas de tout dire. La transparence absolue, c'est la dictature. Enfin, c'est voilà, on n'a plus notre jardin privé, on n'a plus notre voilà, on est complètement scanné en permanence. C'est une dictature. En gros, c'est ce qui se passe plus ou moins en Chine avec le social credit, où les gens sont observés vraiment dans leur moindre comportement. Et si jamais il y en a un qui mord la ligne ou la dépasse, pouf, il perd des points et il se voit refuser d'accès à tel ou tel endroit. Bon, alors c'est de la transparence, hein, effectivement, mais alors on peut plus vivre ensemble. Donc, et pour les entreprises, c'est pareil, elles ne sont pas tenues de tout dire. D'abord parce qu'il y a de la concurrence, donc il y a des secrets de fabrication, il y a des plans business. Vous n'allez pas dire à votre adversaire, bah voilà, moi je vais me lancer là-dessus. Il y a plus de compétition sinon. Donc, si on veut innover, ça suppose que on sache aussi protéger certaines choses, sans pour autant se planquer ou ne pas répondre à des questions. Et puis, bah, quand on ne peut pas dire certaines choses, autant dire je ne suis pas en mesure de répondre à ces questions-là parce que voilà, ça relève de la confidentialité business. Voilà. Et je pense qu'en disant ça, on est sincère, on est clair et on ne cherche pas à faire preuve de transparence absolue. Et la vérité, effectivement, là aussi, ça peut être une notion toute relative. Alors, sans tomber dans la post-vérité que Trump a largement dont Trump a largement abusé et abuse encore. Mais c'est en tout cas de dire les choses concrètement et sans intention de tromper ou de nuire à quelqu'un ou à une communauté. C'est vraiment ça. Et c'est ça le problème, par exemple, du greenwashing, parce que là, on avance des belles allégations, mais avec l'idée d'anesthésier les questions en face et de dire aux gens, faites-nous confiance, on maintient les choses et on travaille pour vous. Ça, oui, il y a tromperie. Par contre, une démarche qui consisterait à dire, bah oui, là encore, aujourd'hui, on génère tant d'impact carbone sur telle et telle zone. Voilà ce que nous mettons en place d'ici les 2-3 ans pour réduire de tant de pourcents en espérant les atteindre et de tenir informé des avancements. Ça, c'est de la communication vraie au sens sincère. Je montre ce que je fais, j'explique et voilà, en montrant que je ne suis pas inactif et que j'ai écouté les autres. Mais la vérité pure, enfin, je ne pense pas que ça puisse exister en tant que tel, à part les choses vraiment ultra tangibles. Si on regarde la météo aujourd'hui, bon, bah, effectivement, la vérité, c'est qu'il fait soleil et il fait chaud à Paris. Voilà, ça, quoique maintenant, il y en a même qui arrivent à douter de ça dans les complotistes et qui nous expliquent que c'est parce qu'il y a un complot derrière pour réduire de tant de pourcents la population, pas avec des hausses de température. Aujourd'hui, c'est ça qui est délirant, c'est que on a des contre-explications qui sont d'ailleurs même arrivées presque au même niveau de considération que les observations qui sont vraiment avérées. Moi, j'ai été sidéré récemment de voir que dans une émission, c'était un clip YouTube, je ne sais plus lequel, mais on mettait à même niveau de crédibilité l'astronaute Thomas Pesquet et un platiste, au motif que chacun a le droit de défendre sa théorie. Mais moi, j'ai été atterré. Je me disais, mais on n'est plus question de théorie, là. On est question de réalité. Il y en a un qui a vu que la Terre était ronde et il l'a photographié 1000 et 1000 fois. Faut arrêter. Et l'autre, bon, il a envie de croire que la Terre est plate. Grand bien lui fasse. Mais c'est juste faux. Et aujourd'hui, on égalise tout. Heureusement pas dans les médias autant, mais voilà, et on appelle ça vérité aussi. Et donc, c'est pour ça que je dis, faut faire gaffe avec le mot. Et en tant qu'entreprise, c'est juste montrer ce qu'on fait, expliquer ce qu'on fait. Et entendre aussi certaines critiques, certaines propositions et essayer de temps en temps aussi d'amender, d'ajuster le tir. Et c'est comme ça qu'on avance tous ensemble et qu'on arrive à… Il y a un terme que j'aime bien qui est faire société. Mais pour moi, bah ouais, voilà, c'est comme ça qu'on y arrive. Bon, je ne sais pas si on en prend le chemin en ce moment. Alors, ça me donne envie de parler politique un tout petit peu, qui serait quand même un sujet, est-ce qu'on devrait en parler dans le business et comment?
Mais quand on parle du post-vérité et des fake news, j'ai réagi par rapport à l'idée qu'il n'y a que Trump qui en fait, dans le sens où c'est que de droite. Car à mon sens, et ça c'est quelque chose d'extrêmement culturel aussi, venant de la France, avec les théories du déconstructionnisme, la volonté de décontextualiser tout, et donc du coup d'en faire des vérités sans être attaché à la réalité. Et c'est dire, bah, moi je voudrais que nous fassions enfin, plus de voyages. Voilà, ça c'est ma thèse, je veux ça. Enfin, ça c'est sur le sujet de pollution, etc. Ou bien sur autre chose, il faudrait que nous embauchons que des gens de beaucoup de typologies, et il n'y a que ça. Car en fait, est-ce que ça a du sens par rapport au business? Est-ce qu'on peut rattacher euh, dans cette théorie à des réalités profondes au lieu de les déconceptualiser, de déconstruire ce qui a existé dans l'histoire, des faits, la science? C'est des deux côtés, pour moi, des pôles politiques. Ouais, mais de toute façon, ces manifestations-là, ces vues, ces visions-là, elles émanent généralement de gens radicalisés, extrémistes, qui soient de droite, de gauche, vert, jaune, gris, au centre, en haut, en bas. C'est les gens qui se situent vraiment en opposition radicale à quelque chose. Et à partir de là, eh bien, pour prouver qu'ils ont raison, ils sont prêts à tordre la réalité et les faits pour que ça rentre dans leur paradigme et qu'ils puissent l'asséner sur les autres. Ça, et là, on le voit avec les réseaux sociaux, c'est même affolant. C'est même plus de la mauvaise foi, on est dans quelque chose de, en fait, on assène, on martèle jusqu'à ce que l'autre en face rende Se gorge plaît. et voilà, et se tait. C'est à celui qui crie le plus fort. On en a une en ce moment en France, je la cite parce que elle est complètement hallucinante. C'est la France Insoumise encore une fois qui nous l'a sortie. C'est cette jeune activiste d'origine palestinienne, même s'il semblerait qu'elle soit plus syrienne que palestinienne, mais bref, c'est Rima Hassan. Et Rima Hassan, alors, LFI l'a sortie pour la campagne européenne, ce qui fait que le sujet terrible de Gaza et d'Israël s'est immiscé dans la campagne européenne, donc ce n'est pas l'objet. Mais bref, ça a déboulé dans la campagne et ça a faussé plein de choses. Et alors, elle débite chaque jour, mais tout et n'importe quoi. Elle reconditionne effectivement la réalité à sa main et à sa mesure, et elle balance des fake news. Récemment, elle a balancé, par exemple, que les chiens dans l'armée israélienne étaient entraînés à violer des Palestiniens. Hein, et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ça, effectivement, ce phénomène d'extrémisation, de rendre les choses avec l'outrance la plus grande, et paradoxalement, ça marche, en tout cas, ça marque les esprits. Et les entreprises ne sont pas à l'abri de ce genre de choses. J'en parle dans le livre. Parce que bien souvent encore des dirigeants estiment que c'est effectivement la fake news, ce genre de choses, c'est plus, ça concerne plus les politiques ou alors les grands sujets sociétaux, type une pandémie, le réchauffement climatique, etc. Mais moi qui observe ça déjà depuis plusieurs années, le nombre de marques qui se retrouvent aux prises avec des fake news pour diverses raisons, hein, mais c'est terrible. Et ne pas y répondre, ne pas là, pour le coup, chercher à déconstruire le narratif que certains veulent imposer, c'est prendre le risque d'abord d'endommager la réputation de sa marque, de son entreprise, d'endommager le business aussi, parce que si les gens se mettent à croire quelque chose au sujet de votre produit, vous n'allez pas vers le succès. Vous risquez d'avoir de gros problèmes devant. Et c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut vraiment adresser. Et on a les moyens. En plus, on a plein d'outils de veille aujourd'hui qui permettent de vraiment mieux comprendre les conversations et d'essayer de prévenir quand vous avez des extrémistes, en effet, qui ont décidé de taper sur votre entité. Mais ça va être compliqué parce que, encore une fois, il y a cette fameuse défiance de fond. Et c'est ce qui fait, je pense, que ces discours super fanatisés, super radicalisés ont un écho. Enfin, le populisme, ça a toujours marché sur, malheureusement, voilà, sur des contextes délétères. C'est là où il prospère le plus.
Enfin, pour moi, il y a un côté existentiel dans le radicalisme et ce besoin d'exister à travers des idées, des théories radicales démontre un manque de fond, en fait. Par exemple, confiance en soi. Et j'existe à travers ces discours au lieu de se pencher sur soi-même et peut-être être un peu plus authentique dans qui on est véritablement. Sur ça, Olivier, ton livre, Entreprise, et si vous arrêtez le coup de com', comment est-ce que les personnes peuvent s'octroyer, il n'y a pas que Amazon, j'imagine, pour aller le Non, chercher aux éditions bah, Aérol il y a et la te plateforme, contacter? il y a la plateforme de mon éditeur, Erol, qui vend le livre. Sinon, vous avez un acteur français qui s'appelle la Fnac. Enfin, il y a la Fnac, il y a Cultura et il y a Décitre. Voilà, qui sont trois gros réseaux de libraires qui vendent soit dans des boutiques physiques, soit en ligne. Moi, j'encourage toujours d'aller dans les boutiques physiques parce que je trouve que c'est un formidable univers qu'une librairie. J'aime bien, moi, toucher les livres, mais bon, d'autres préfèrent le côté pratique. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez le trouver là, dans toutes ces boutiques, il est largement diffusé. Et te contacter, suivre ton blog et tout? Alors, on peut me contacter en suivant mon blog, et, effectivement, le blog du communicant. Vous tapez sur Google, il vous donnera tout de suite le lien. Et puis, bah, là, il y a après moyen de me contacter par email facilement ou via LinkedIn aussi, où je suis pas mal actif. Génial. Olivier, merci pour ta générosité de temps, ton livre Bah, c'est moi. Entreprise. Et si vous arrêtez le coup de com', toujours un plaisir de parler avec toi et de débattre. On aurait pu continuer pendant longtemps, mais le temps est compté. Je te remercie beaucoup, Olivier. Bah, merci Minter et à très bientôt.